je vous propose de continuer avec la première table ronde. Et donc, je vais appeler à me rejoindre Pascal Vauthier, Alain Kergoat et Nicolas Blandin. Je vous en prie. La data future pilote de l'environnement de travail. Alors pour essayer de répondre à cette question qui est extrêmement large, donc je pense qu'on n'aura évidemment pas le temps de balayer tous les sujets et sous-sujets associés à cette interrogation. Nous avons invité donc Pascal Vauthier. Vous êtes consultant senior au sein d'Aremis qui regroupe en Europe une vingtaine d'experts, je crois, dans les domaines des services et des technologies de gestion de l'immobilier et de l'environnement de travail. Et vous nous livrerez notamment votre constat aujourd'hui de l'organisation et du traitement et de la gouvernance de la donnée dans les activités de facility management. Alain Kergoat, vous venez plutôt du secteur de l'IT, si je ne me trompe pas. Vous êtes notamment passé par HP, Toshiba. En 2016, vous avez fondé Urban Practice, qui est un cabinet de conseil pour accompagner les collectivités et les maîtres d'ouvrage dans la transformation numérique. Et vous êtes également directeur des programmes de la Smart Building Alliance, qui regroupe à peu près 300 entreprises dans les domaines et les corps de métier de ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart Cities et le Smart Building. Enfin, Nicolas Blandin, vous êtes directeur commercial, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, Synergie, Synergie, qui est en quelque sorte la filiale, pour simplifier, la filiale Smart Building d'Engie. Voilà, et à travers notamment une plateforme que vous développez, que vous portez aujourd'hui sur le marché, une plateforme pour les bâtiments connectés qui s'appelle Virtuose. Bonjour. Alors, je vous propose déjà peut-être, avant de rentrer plus loin dans le sujet, déjà d'essayer de faire le point sur cette fameuse data. Quelle est la réalité de cette data dans l'environnement de travail? On nous dit qu'elle va proliférer, on nous dit qu'elle va se démultiplier. Je crois qu'on parle à l'horizon 2020, alors c'est pas que dans l'environnement de travail, mais à l'échelle, on va dire, du monde, de 180, 190 zeta-octets de quantité de données. Alors un zeta-octet, c'est une unité et 21 zéros derrière. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la donnée est appelée à se développer, d'où elle vient, qui la produit, et pourquoi on va en avoir demain de plus en plus à gérer? En fait, l'idée, c'est de savoir que le bâtiment connecté, ça a 25 ans déjà. Ce n'est pas une nouveauté. Se dire que tout d'un coup, on a des bâtiments connectés, c'est utopique. Depuis 25 ans, il y a des données qui sont relevées, souvent par des systèmes d'énergie, historiquement. Et puis après, ça s'est étendu. Ce qui fait que ça s'accélère fortement, c'est que le système A installé dans un bâtiment existant ne communiquait pas avec un système B, qui ne communiquait pas avec un système C. Résultat, ça a été un énorme frein dans le développement des bâtiments connectés parce que ça nécessitait des nouvelles infrastructures et un millefeuille de technologies pour faire en sorte que ces systèmes se parlent ou au moins qu'on récupère et qu'on uniformise cette donnée. C'est une des explications qui fait qu'aujourd'hui, on en parlera avec la SBA, j'imagine, mais tout ce qui est interopérabilité notamment, récupération de données dans l'existant, on va chercher des bâtiments connectés sans surappareiller, mais déjà en intégrant l'existant, et c'est un facteur accélérant de récupération de données. C'est quoi? C'est la GTB? C'est le contrôle d'accès? Quels sont les systèmes aujourd'hui qui produisent déjà de la donnée dans le bâtiment? Je dirais tous, mais je voudrais faire un zoom arrière sur le sujet de la donnée dans l'environnement de travail. Je vais renforcer ce que dit Nicolas. Ça fait plus d'une génération que la donnée, elle est là. Enfin, on vit dans un univers digital depuis 30 ans. La révolution digitale, elle date pas d'il y a 2 ans. Hein. Elle a commencé il y a fort longtemps. Et aujourd'hui, un individu moyen produit presque 2 mégas de données par seconde dans le monde, pour revenir à vos zeta-octets. Donc il faut voir que ces données, elles ne proviennent pas des IoT essentiellement. Le gros flux de données, c'est des flux de vidéos. C'est 3/4 des data centers sont engorgés des flux de vidéos de YouTube, de Netflix, etc. Dans le bâtiment, la donnée, elle circule par les personnes, par les humains d'abord, avant tout. C'est nous qui produisons de la donnée dans nos échanges au quotidien avec notre environnement. Le bâtiment, sur la donnée, moi j'ai tendance à dire, c'est quand même, alors je viens de l'IT, donc j'ai un regard un peu critique, c'est quand même un univers adigital, le bâtiment. C'est une négation de l'existence du digital. Vous lisez les CCTP, bon, j'en lis quelques-uns dans mon nouveau métier, c'est des documents de centaines de pages, imbuvables. Le mot donnée n'est pas prononcé dans un CCTP. On ne parle pas de la donnée. Dans un CCTP de conception d'un grand bâtiment tertiaire, j'ai fait le test sur plusieurs CCTP.
j'ai vu le mot data ou données apparaître que quelques fois sur plusieurs centaines de pages. On parle de câbles, de structures, on parle de réseaux éventuellement, mais de la donnée, point. De la gestion de cette donnée, encore moins. Et de l'organisation de la donnée, pas du tout. Donc il y a quand même un vrai sujet. C'est pour ça qu'à la SBA, depuis maintenant 5-6 ans, on essaye un petit peu de prendre ce sujet à bras-le-corps et de fournir à l'ensemble du secteur un guide méthodologique pour appréhender quand même ce nouvel état de fait, parce que la donnée, elle arrive, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que ces capteurs aujourd'hui, ils produisent de la donnée. Simplement, elle n'est pas organisée. Ou elle est organisée encore beaucoup dans des silos, comme le disait Nicolas. Et c'est donc la valeur, elle est captée dans des espèces de cimetières de données impénétrables, et on peut pas véritablement la valoriser. Alors, Pascal Vauthier. Alors, en fait, vous aviez introduit le sujet de la conférence de ce matin par la notion de la data va devenir ou est devenue l'or noir du 21e siècle. Et aujourd'hui, dans l'environnement de travail, que ce soit à travers l'actif et l'immobilier ou l'ensemble des services, j'ai autant de puits de pétrole que j'ai de prestations, que j'ai d'activités de services, que j'ai d'ensemble d'IoT. Et donc, je fais face véritablement à une marée noire sur le sujet. Et ces puits de pétrole déversent des datas de manière difficilement contrôlée. Et ce qu'il manque, à l'identique du pétrole, le pétrole par lui-même, il n'a aucune utilité. Et bien, la data générée dans les prestations de services, générée par les collecteurs d'informations liés à l'immeuble, si elles ne sont pas transformées par une raffinerie et par quelque chose qui va affiner vers un usage, vers une utilité qui est essentiellement le pilotage d'un actif, le pilotage d'une prestation, le pilotage d'un service, aujourd'hui, elle est totalement inutilisable. Donc, en fait, l'idée, c'est véritablement, effectivement, d'organiser la raffinerie de la donnée pour organiser derrière le pilotage et chaque prestation, chaque activité, chaque donneur d'ordre, chaque actif a une spécialité, a un contexte d'exploitation très particulier. Et demain, je ne pense pas, je ne crois pas qu'on ait une vision consolidée, globale et unique du raffinage de la donnée. Il va falloir également qu'on s'oriente vers une customisation du raffinage, au même titre qu'on a des éléments raffinés très particuliers, l'essence, le diesel, le SP95 et autres, pour des usages de locomotion très différents. Alors aujourd'hui, qui gère cette donnée? C'est-à-dire avec cette problématique de silotage, sont les prestataires qui la gèrent, qui en font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, quel est l'état quand même du traitement de la donnée aujourd'hui? Alors c'est un vrai sujet. En fait, la criticité, l'importance de cette maîtrise commence à émerger dans la conscience collective, à la fois côté maître d'ouvrage et ce qui nous était exprimé précédemment par la maîtrise des modèles prédictifs et de l'intelligence artificielle, c'est dès l'instant où je ne peux asseoir et consolider et être maître de la donnée parce que ça nécessite à la fois des temps plutôt longs dans l'exploitation, dans l'organisation, dans la consolidation, dans le retraitement, je dois maîtriser, moi, cette organisation et je dois organiser les moyens qui vont me permettre de piloter ces éléments de données. Donc, l'émergence de la propriété et de l'organisation de la donnée commence à arriver sur le marché et la question, effectivement, où doit-elle se situer sur l'actif, chez le maître d'ouvrage, chez le prestataire, est un vrai sujet qui n'est pas encore clôturé, qui est en pleine émergence et pour lesquels nombre de solutions peuvent être apportées. Mais fondamentalement, c'est le premier point et c'est la première question à se poser.
Petite précision sur ce sujet, on ne peut pas décorréler ce thème du modèle économique qui a quand même assez évolué. Alors, en fait, on ne va pas trop défleurer parce que quand même, avant de parler de la gouvernance de la donnée, hein, et je pense que là, il y a un sujet avec des enjeux, moi quand même, j'aurais, avant d'aller sur ce terrain-là, une question à vous trois qui est, avant de construire le Smart Office, avant d'organiser le traitement de cette donnée, le raffinage de cette donnée, est-ce qu'il ne faut pas construire d'abord le smart building? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça semble tomber sous le sens que cette donnée, on arrive à la collecter, à la transporter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le bâtiment, il est réellement, vous le disiez, dans les cahiers des charges de construction, les cahiers des charges du bâtiment, vous ne voyez pas apparaître le mot données dans les prescriptions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on nous promet effectivement un smart office de plus en plus intelligent, de plus en plus capable de recueillir de la donnée, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement en mesure de collecter, de transporter cette donnée? Aujourd'hui, on le fait, mais c'est les occupants qui vont s'en occuper parce qu'eux, ils en ont besoin. Donc, de toute façon, ce n'est pas un sujet. Donc, le problème, c'est, nous, notre problème à la SBA, c'est que ce soit les maîtres d'ouvrage, les foncières ou les bailleurs, dans le cas du résidentiel, qui organisent cela lorsqu'ils conçoivent de nouveaux bâtiments ou lorsqu'ils en rénovent. Mais de toute façon, cette donnée, elle est organisée. Donc, les DSI, les Chief Data Officers, ça existe dans beaucoup de sociétés, les grandes en tout cas. Donc, l'organisation de cette donnée, pour l'occupant, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un vrai facteur. La question, c'est comment ce sujet arrive dans le secteur de l'immobilier, comment on organise la donnée qui provient de l'immeuble. Donc, ça pose la question, effectivement, du système d'information du bâtiment. C'est un sujet nouveau. Hein, donc, on voit qu'il y a des nouvelles fonctions à créer au sein des directions immobilières ou des nouvelles coopérations avec les DSI, parce que c'est un métier de traiter la donnée, et c'est un métier qui a ses expertises. Il faut juste les fusionner, et c'est ce mouvement qu'on est en train de constater, mais qui se fait progressivement. Le smart building, on n'en est qu'au tout début. La notion de système d'information du bâtiment, même à la SBA, qui est quand même plutôt en avance sur ces sujets-là, qu'on traduit par le Building Operating System, ça c'est l'outil qui va permettre de gérer ça. C'est un sujet qui a émergé que cette année. À nos universités, il y a 15 jours, il y avait 5 ateliers qui traitaient de ce thème-là. Cet après-midi, on lance la commission Building Operating System. Donc même nous qui sommes plutôt quand même relativement en avance, c'est un sujet nouveau pour nous, pour le marché. Les offres sont en train de se mettre en place. Mais tant qu'on n'aura pas traité le sujet du système d'information du bâtiment, on ne saura pas gérer de manière structurée la donnée du bâtiment, ce qui est le cas aujourd'hui malheureusement. Petite précision également, effectivement, qui s'occupe de la donnée, on en a parlé, du raffineur et des enjeux entre bailleurs, preneurs ou usagers. Il y a aujourd'hui un consensus qui commence à arriver. Les foncières n'étaient pas des interlocuteurs du bâtiment connecté il y a encore 2-3 ans. Ils s'intéressaient à ces sujets-là, mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de volonté de déployer, ce qui commence à changer. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de se dire mon actif, s'il est smart, il est valorisable et donc je fais évoluer mon parc immobilier, je rends de l'attractivité locative et donc ça a un intérêt technique et économique pour une foncière aujourd'hui se poser la question. Donc ça a tendance à évoluer. Effectivement, Alain a raison, le gros de l'évolution des attentes se fait par les preneurs de baux, donc les usagers, pour leurs bienfaits techniques, économiques, confort, des services additionnels pour rendre attractif le bâtiment et donc fidéliser les collaborateurs, c'est une réalité. Mais je reviens vers vous allez dire que je ne parle que d'argent, mais la réalité, c'est qu'il y a un enjeu de modèle économique derrière. Qui paye quoi? Entre je suis propriétaire, je paye l'infra, je suis preneur, donc je veux que les services associés. Est-ce que cette même infra, elle est mutualisée à travers les différents preneurs? Ce sont des sujets fondamentaux qui doivent être adressés. Si je peux rebondir, de toute façon, quelqu'un va le payer parce que ce n'est pas une question j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Ouais. J'en ai besoin. L'occupant, il va en avoir besoin. Mais tout le monde veut du digital et jusqu'à présent, personne n'était prêt à sortir le chéquier. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est le preneur qui le paye parce qu'il estime, à juste titre d'ailleurs, que la chaîne d'exécution du bâtiment ne sait pas bien faire. Elle ne s'est pas donné les moyens de savoir bien faire. C'est ce qu'on essaie d'essayer de faire changer. Mais de toute façon, le modèle économique, à un moment donné, cette infrastructure digitale, elle a un coût et elle sera payée par l'occupant parce qu'il en a besoin. Est-ce que ça a du sens de mettre des infrastructures digitales qui ne soient pas mutualisées au sein d'un immeuble?
quel sens ça peut avoir aujourd'hui de laisser C'est ce qui chaque preneur existe s'occuper aujourd'hui de son sur infrastructure? 99,99% des bâtiments. Qu'attendent les foncières pour prendre en main ce sujet? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une multitude de services plutôt silotés, mais je connais bien le sujet. Venant de chez Engie, il y avait historiquement la valeur du performance technique et énergétique qui était traitée. Un autre traitait le confort, un autre traitait la gestion des espaces, etc. Vous avez parlé de mutualisation ou sur les infras. La SBA y travaille, beaucoup d'acteurs y travaillent. Ça va évidemment dans le sens de l'accélération du smart building et c'est une quasi-obligation. Et un opérateur ne pourra plus se dire « moi, je traite que telle thématique dans mon bâtiment connecté » parce qu'il se fera demain dégager des appels d'offres ou des propositions de valeur insuffisamment élevées pour justifier une infrastructure en termes de coût et de ROI. Alors, en fait, moi, j'ai plus un côté opérationnel. Donc, j'entends bien les éléments. Et en fait, la data ne vient pas, encore une fois, que du bâtiment. Elle vient également majoritairement des activités, des prestations et des services. Donc, en fait, c'est un vrai sujet d'ambition et de réconciliation à la fois de la data dite fixe liée à l'immobilier et puis la data variable liée aux prestations. Et derrière, les usages nécessaires et la transformation, encore une fois, donc le raffinage de ces éléments pour croiser à la fois des éléments volumétriques issus du bâtiment, de l'occupation, des activités, des services, vis-à-vis d'éléments financiers pour ramener effectivement une véritable valorisation au poste de travail, au coût d'usage du mètre carré et autres. Mais fondamentalement, ça n'est qu'une expression et qu'une ambition de cet usage. Aujourd'hui, les éléments sont là. Derrière, charge à nous de développer cette ambition et d'organiser la réconciliation de la data, qu'elle soit fixe, encore une fois issue du bâtiment, ou variable issue des services, pour imaginer un nouveau mode de pilotage ou de gouvernance et comprendre ce qui fait véritablement le coût d'exploitation et le coût et la valorisation et la création de valeur de ces éléments d'une prestation, d'un poste de travail et l'intérêt ou pas d'organiser effectivement ou de développer des prestations plus spécifiques pour rentabiliser au mieux mon actif, pour développer des rendements supérieurs. Je ne sais pas, mais fondamentalement, ça n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question d'usage, de vision, de valorisation et d'ambition dans ce que l'on va pouvoir faire, dans ce que l'on va pouvoir raffiner au niveau de la data. C'est ce que j'imagine. Charge à nous, après, d'avoir cette ambition et d'organiser cette réconciliation. On n'a plus de barrières technologiques, physiques ou informatiques, et on n'a plus d'excuses pour transformer, agréger ces éléments-là. C'est véritablement à nous de l'organiser. Et je pense qu'il y a des sujets à défricher, à mettre en œuvre. Et donc, c'est également, ça n'est pas qu'un sujet technologique, c'est un sujet humain, de transformation, d'organisation, de relations, derrière des modèles qui vont pouvoir être éventuellement prédictifs, qui vont pouvoir nous aider à organiser, à décider. Ce que l'on imagine aussi, nous, c'est une notion d'IA, mais pas d'intelligence artificielle, c'est d'intelligence augmentée, c'est-à-dire renforcer à travers ces modèles-là l'intuition humaine pour organiser véritablement le pilotage de l'environnement de travail et demain peut-être effectivement une véritable gouvernance. Et derrière ça, après, des enjeux aussi de transformation des prestations, de l'organisation et puis d'une gestion d'un actif. Alors, du coup, on parlait d'infra, on parlait de couches servicielles. Les maîtres d'ouvrage, les exploitants, eux, vont demander ça. Mais est-ce qu'à l'avenir, demain, c'est réellement eux qui vont avoir à la fois les compétences, les capacités et les techniques
pour à la fois faire des choix sur l'infra si les foncières ne les ont pas faites, puisque vous disiez qu'ils n'attendront pas les foncières pour aller chercher cette donnée-là, pour à la fois effectivement faire des choix sur des couches d'applications servicielles, pour gérer les problématiques d'interopérabilité, pour gérer toutes les problématiques aujourd'hui de superposition de couches. Moi, ma question, c'est demain, est-ce que c'est réellement le DET, c'est réellement le directeur immobilier qui va déployer toute cette ingénierie qui va de l'infra jusqu'aux solutions algorithmiques, prédictives ou pas, ou est-ce que demain, le marché, on va avoir émergé des acteurs qui vont, à côté des foncières, proposer des solutions globales à la carte? Déjà, certaines foncières ont déjà pris le pli. Donc, moi, j'ai constaté que chez certaines foncières, que ce sujet du smart building est donc derrière de la donnée, puisque finalement, le smart building, l'exploitation de cette donnée, incitait chez les foncières la direction informatique et les directions immobilières, les directions du patrimoine à dialoguer ensemble, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. C'était des fonctions tout à fait séparées. Donc, il y a des nouvelles dynamiques qui se mettent en œuvre et il y a de l'hybridation de compétences en interne qui est en train de se faire. De même, chez les grands occupants, où les directions immobilières sont obligées aujourd'hui de dialoguer de manière beaucoup plus intensive avec les directions des systèmes d'information, qui jusqu'alors se regardaient un peu en chien de faïence. Aujourd'hui, la coopération est obligatoire, puisqu'il en va de la qualité de vie au travail, de la qualité des usages des espaces tertiaires, si on parle d'espaces tertiaires. Donc ce rapprochement, il est en train de se faire. C'est compliqué parce que ce sont deux cultures qui sont différentes. Et puis le bâtiment, c'est une énorme industrie avec énormément d'intervenants dont la coordination n'est pas toujours évidente. Donc c'est de faire bouger cet énorme paquebot et de lui faire intégrer des nouvelles méthodologies. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais la dynamique, elle est quand même en œuvre. Je ne voudrais pas paraître trop négatif dans mon propos liminaire, mais le chemin, il est quand même assez long et il y a quand même une urgence de transformation qui se fait jour. Alors pour répondre à votre question sur l'opérateur de service, effectivement, ça pose la question, admettons que tout ça a été bien conçu, construit, livré à l'occupant, et il va falloir gérer ça dans le temps. Mais là, on est en train de dire qu'en fait, c'est une gestion d'un système d'information, d'une base de données, de l'administration de la base de données, des droits d'accès utilisateurs, de la cybersécurité, de la mise à jour des logiciels. Enfin voilà, c'est un métier quotidien de l'informatique, des réseaux informatiques. Et donc, ça veut dire que les prestataires qui vont devoir prendre en charge cette dimension numérique du bâtiment vont devoir intégrer ces compétences d'administrateurs de bases de données, d'administrateurs de réseaux, etc. Ces fonctions, elles existent dans les entreprises. C'est les DSI qui s'en chargent et leurs sous-traitants. Donc on pourrait peut-être imaginer que les sous-traitants informatiques puissent prendre comme fonction supplémentaire de gérer les données liées au bâtiment. Inversement, on peut aussi imaginer que les grands FMR, un groupe à côté, acquièrent les compétences pour pouvoir le traiter en plus de leur métier de gestion des operational technologies. Et donc l'histoire n'est pas écrite. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont en place, c'est les FMR. Donc s'ils sont suffisamment malins, agiles pour pouvoir intégrer ces nouveaux métiers, il n'y a pas de raison qu'ils se fassent déloger. S'ils sont trop lents, pas suffisamment agiles et qui ne prennent pas en compte cette nouvelle dimension, eh bien, la nature ayant horreur du vide et nécessité faisant loi, ce seront les acteurs de l'informatique qui viendront manger sur leur plate-bande. Petite précision justement par rapport à ça. Effectivement, cette notion d'opérateur de bâtiments connectés, c'est une notion qui est de plus en plus exprimée et même décorrélée évidemment du hardware, décorrélée du soft ou de la restitution, avec une capacité à avoir un rôle neutre, interopérable et adaptable à l'existant. Parce qu'évidemment, on faisait un constat de dire que c'est progressif, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une accélération forte en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans des services smart building. On a parlé de cas d'usage relativement clairs dans le tertiaire, c'est parce qu'il y a des attentes fortes sur l'optimisation du foncier. Vous voyez le prix du mètre carré en Ile-de-France, entre autres, aller chercher 10, 15, 20% de gains, c'est juste phénoménal en termes de ROI. Donc il y a des attentes fortes, mais pas que. Il y a des attentes de confort, il y a des attentes de QVT. Ça, sont des mots qui commencent à sortir et la data et les cas d'usage liés à ça vont amener de ces services-là. Et la question, c'est est-ce qu'il y aura un opérateur unique pour l'ensemble de ces services? Est-ce qu'il y aura, parce qu'il y a beaucoup de startups très innovantes, très efficaces, mais souvent assez silotées, qui vont amener ces couches servicielles. Le modèle, il n'est pas figé.
il faut pouvoir imbriquer les différentes briques de services existantes, hardware, software, et ne pas se fermer en disant le pire frein qu'il pourrait y avoir, c'est de dire je fais ça pendant 3 ans et dans 3 ans, je remets une copie blanche et on verra ce qui se passe. Il faut qu'on puisse capitaliser sur les infra existantes, sur les services intégrés et sur les données, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Mais quand même sans déflorer effectivement un prochain événement qu'on va consacrer au facility management, on a bien vu le tournant en 1 an ou 2 ans. Maintenant, dès qu'on a FM, on a 4.0 à côté, connecté qui suit pas loin derrière. C'est-à-dire que certains confrères prennent aussi des initiatives dans ce domaine-là. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, le FM est basculé, lui aussi, dans cette problématique digitale. Et donc, est-ce que finalement, autour de cette problématique de la data, on ne va pas voir se reconfigurer, ou en tout cas s'accélérer une reconfiguration du marché de l'immobilier, avec effectivement l'émergence d'opérateurs qui, s'ils n'ont pas la compétence sur la data, n'auront effectivement plus grand-chose à proposer aux donneurs d'ordre. Et puis, je laisserai après Pascal Vauthier aussi réagir à ce scénario. Je pense qu'il aura des choses à dire. Mais voilà, la data, nouveau maître mot du FM, avec ou sans les foncières, ou à côté des foncières, ou dans des partenariats de plus en plus étroits. C'est un service qui, de toute façon, n'importe quel FMeur qui ne se traite pas ce sujet sera écarté du marché à horizon 3 à 5 ans. C'est une vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une réalité, une attente forte, et notamment une attente forte au niveau des services additionnels, au niveau de la transparence, parce que c'est vrai que par le passé, le FMeur, il était souvent en sous-sol dans un premier temps pour l'efficacité technique des chaufferies et autres, et on lui a demandé de remonter dans le bâtiment, parce que d'abord, il y a plus de valeur à aller chercher, et ça fait partie de son périmètre. Et la donnée, le traitement de cette donnée, s'il vient de l'efficacité technique, il vient de l'efficacité opérationnelle également des équipes de FM, et donc on devrait pouvoir dire, je reprends un cas concret, si demain une meilleure compréhension de l'usage du bâtiment à travers de la donnée, à travers des capteurs, à travers du comptage, ou quelle que soit la manière de récupérer cette donnée, permet de comprendre que sur une semaine de 5 jours pleins ouvrés, on s'aperçoit que le vendredi à 15h30, sur une tour à la Défense, on a une baisse de 27 à 30% d'effectifs. On doit pouvoir ajuster les performances techniques, les ressources humaines associées, les charges associées, etc., etc. Et le FMeur doit être proactif par rapport à ça. Ça fait partie des attentes fortes. Et je termine sur un dernier exemple. Il est vrai qu'aujourd'hui, demain, le contrat du FMeur doit évoluer. Si on analyse bien l'usage du bâtiment, on comprend le taux d'occupation de manière plus précise, on va chercher cette optimisation et on s'aperçoit que le taux d'occupation est en moyenne à 67-69% dans un plateau. Et le contrat de FM ne doit pas être fait sur 100% des effectifs. Comme c'est souvent au nombre de mètres carrés et au nombre de personnes, la data doit amener de la performance technique, opérationnelle et financière. Pascal Vauthier, vous qui êtes sensible aux problématiques de silotage aujourd'hui de la donnée et à ces cimetières de data, finalement, c'était l'expression d'Alain Kergoat. Alors, ce scénario d'un FM qui, effectivement, soit un peu le moteur dans l'unification de cette gouvernementalité de la data, est-ce que ça vous parle ou... Alors, je partage tout à fait. C'est-à-dire que demain, le FMeur non connecté ou déconnecté de la notion de digitalisation, ce n'est pas forcément la meilleure des voies possibles. Non, derrière, effectivement, la digitalisation doit conduire à 2 points, sachant qu'effectivement, on peut imaginer que demain ou après-demain, le but ultime, c'est la consommation à l'usage du mètre carré. Bon. Et derrière, donc, du coup, c'est ce qui était réexprimé, on va avoir des transformations contractuelles, relationnelles, qui vont s'opérer entre les clients et les prestataires. Et du coup, avoir effectivement, alors c'est plutôt à la mode aujourd'hui, c'est cette notion agile dans la relation, dans l'organisation, dans la capacité à se transformer, à imaginer de nouveaux services, à réduire de nouvelles activités. Mais ça induit aussi un sujet essentiel, c'est la capacité relationnelle d'un maître d'ouvrage et d'un prestataire. Donc, on va avoir une digitalisation de plus en plus forte, mais qui doit forcément conduire à des transformations contractuelles et des transformations relationnelles entre un client et un prestataire.
Et du coup, on a également une vraie transformation des fonctions à la fois de pilotage, de gouvernance. C'est à la fois donc une transformation technique, technologique, une transformation sociologique des fonctions de l'environnement du travail. Alors finalement, puisqu'on l'évoquait en introduction, c'est vrai qu'on va parler de l'expérience utilisateur dans la prochaine table ronde, mais on parlait d'économie, de coût à l'usage, de coût au mètre carré. C'est vrai qu'on voit revenir des choses dont on parlait il y a déjà 3-4 ans, de coût de la propreté au bureau. Est-ce que c'est vraiment ça, le bénéfice de la digitalisation, de revenir à une flexibilisation totale des coûts? Est-ce que, et encore une fois, je ne veux pas déflorer le sujet du FM, mais parlons plus globalement des prestataires de services. Est-ce que finalement, effectivement, on va être dans des coûts calculés au bureau nettoyé, au bureau occupé? Et est-ce que finalement là, et c'est peut-être un peu provoquant ma question, on n'est pas en train d'accélérer le passage à des modèles de coworking? Parce qu'une entreprise qui, comme Amazon, est capable de prévoir le nombre de salariés qui vont quitter l'entreprise à 48 heures près, qui est capable aujourd'hui de modéliser parfaitement le télétravail, qui est capable de modéliser le taux d'occupation, est-ce que demain, elle aura encore besoin de bureaux en propre? Alors le coworking, évidemment, on voit tous l'émergence de ces services, mais comme tous les nouveaux usages, on parle beaucoup de flex office, on parle beaucoup de home office. Le digital et la donnée doivent accompagner ces nouveaux usages. Je le vois bien, puisqu'on a une tour à la Défense au sein du SEG. Tout le monde a voulu faire du flex office. Le flex office, sur 3/4 des bureaux, parce que c'est mal accompagné jusqu'à présent, ça l'était mal, la personne qui était sur le plateau B prenait toujours le bureau 24. Et limite, à la fin, c'était avec la petite plante et la photo de famille. J'exagère, mais franchement, on peut faire mieux. Et on peut faire mieux, et c'est pourquoi, pour avoir une flexibilité, pour avoir des gains en mètre carré, des gains en nombre de bureaux et de l'agilité. Et pour ça, il faut du digital, il faut de la donnée. Donc oui, on accompagne les nouveaux usages. Le coworking en est un, parce qu'on aura peut-être besoin que de 70% du plateau, et il y aura peut-être 30% des services de coworking disponibles sur une partie des plateaux. Oui, c'est une réalité qui nous est demandée. La donnée doit aider ça. Donc c'est du ROI, c'est du confort, parce que sur les 70% restants, il faut qu'il y ait absolument zéro contrainte additionnelle pour l'usager, le salarié, parce que c'est un élément clé de décision. Et pour finir effectivement sur ces nouveaux usages, le home office également est un sujet qui nous est demandé. Le digital doit accompagner ces usages-là, puisqu'on voit des taux d'occupation, on voit des disponibilités de salles de réunion, on voit des tranches horaires flexibles, et on sait comment ajuster cet home office sans que ce soit pénalisant, ni pour la partie efficacité de l'entreprise, ni pour le confort des salariés. Je posais la question aussi à Pascal Vauthier, est-ce que finalement la digitalisation, c'est pas un pas de plus vers la flexibilisation des espaces de travail? On parle d'une augmentation du service, mais finalement on dit on va apporter le service juste là où il faut, on en a besoin. C'est quoi finalement pour l'entreprise le premier sens de cette digitalisation? Est-ce que c'est l'économie, la gestion des coûts au plus juste, ou est-ce que effectivement on va vers une accélération de la reconfiguration aujourd'hui de l'espace de travail et de la manière dont les gens vont choisir des lieux de travail? Alors, le premier sens, et c'était parfaitement introduit dans la conférence du début, le premier sens, mais ça, encore une fois, ce n'est pas une découverte et ce n'est pas une nouveauté, le premier sens devrait être prédictif, arriver sur des modèles prédictifs pour pouvoir organiser, transformer, adapter, et on est encore plutôt loin de ces modèles-là, parce que absence d'histoire de la donnée, absence de transformation ou de raffinage de la donnée. Enfin, on n'est qu'au balbutiement. En revanche, dès l'instant où on aura acquis ces modèles prédictifs, là, on peut véritablement s'inquiéter sur les modèles actuels de l'exploitation immobilière ou des schémas d'organisation. Et fondamentalement, enfin, c'est ce que l'on voit à travers du Amazon et autres, où eux ont bien compris les éléments dits prédictifs sur des modèles qui peuvent être en capacité d'imaginer ce que sera à la fois l'occupation future et puis le choix d'un futur occupant ou pas d'aller s'installer dans une zone de coworking. Mais ce qui fait la difficulté, le sens de ce point, c'est les éléments plutôt prédictifs. Et on est encore
au moins dans l'exploitation immobilière, je pense, plutôt très très loin des modèles installés et des modèles mathématiques, et notamment effectivement dans les éléments de régression logistique sur cette capacité à analyser ou à prédire et à déterminer après à la fois des éléments de confort, de satisfaction, de qualité et autres. On n'est qu'au tout début de ce point-là. Alors justement, l'intelligence artificielle, est-ce que, on l'évoquait rapidement au début de cette table ronde, on va produire de plus en plus de données, a priori. J'ai bien compris qu'il y en avait déjà beaucoup, hein, que le numérique n'a pas démarré en 2017, ou en tout cas n'a pas démarré avec les big data. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pour gérer ces données-là, qu'on soit éphémère, qu'on soit propriétaire d'un bâtiment, qu'on soit exploitant des espaces de travail, finalement, on va se retrouver face à des flux de données de plus en plus complexes, rapides, de plus en plus massifs. Le passage à l'intelligence artificielle sera inévitable. Donc ma question, c'est est-ce que finalement, s'il y avait un conseil aujourd'hui à donner aux entreprises, et notamment aux directions de l'environnement de travail, c'est de commencer à se doter de compétences, ou en tout cas d'une culture autour de ces questions-là, d'algorithmes, d'API, est-ce que finalement, aujourd'hui, tout le monde ne doit pas s'emparer de ce sujet qui jusqu'à présent, paraît un peu limité effectivement au DSI ou aux chercheurs du domaine. Je vais répondre de manière un peu ironique. Allons-y pour l'IA. Enfin, l'IA, c'est devenu le buzzword de partout. Enfin, ouais, tout le monde met de l'IA partout. Enfin, OK. Je pense que le sujet, c'est que plutôt que le bâtiment devienne un élément actif et intelligent au service de l'entreprise, de sa politique de ressources humaines, parce que le bâtiment, il est quand même là pour servir une communauté de personnes dans sa fonction de travail, dans sa fonction de vie, etc. Il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que le bâtiment, il n'est pas véritablement au service d'une stratégie agile de ressources humaines ou de politique d'entreprise, parce qu'il ne délivre pas suffisamment de flexibilité de données pour pouvoir s'ajuster. Donc tout l'intérêt, ça va être à travers cette capacité à être plus actif, plus intelligent, qu'il soit au service d'une cause, et cette cause, c'est celle qui est décidée par ses utilisateurs, les écosystèmes qui l'occupent. Donc après, l'IA... Vous ne pensez pas que les foncières qui aujourd'hui ne se sont pas encore lancées dans la course, demain vont le payer? On parlait des espaces de coworking. J'imagine qu'aujourd'hui, dans ces espaces-là, on va faire des bâtiments communicants parce qu'on n'aura pas le choix, parce que c'est le cœur du modèle d'affaires, être capable de prévoir des taux d'occupation et d'apporter du service. C'est-à-dire que, est-ce que finalement là... contraint et forcé, tout le monde devra y passer, au risque, sinon, comme vous le disiez, que l'immobilier perde de sa valeur aussi. On en discutait en préparation. Hein. Vous me disiez qu'à Londres, la plupart des nouveaux espaces qui se commercialisent sont des espaces de coworking. Donc, on a la réponse dans la question. C'est-à-dire que les espaces de coworking sont des espaces avec des services. Donc, c'est-à-dire que la tendance immobilière à Londres, je ne la connais pas à Paris, j'imagine qu'elle doit être relativement proche, elle est de plus en plus d'apporter des espaces avec des services autour. C'est-à-dire que voilà, c'est une tendance du marché. Combien de temps elle va durer, je ne sais pas. Elle semble correspondre au nouveau mode de travail, parce que ce n'est pas une mode pour une mode, c'est une mode parce que ça répond à une manière d'organiser sa vie au travail qui doit être plus flexible, plus agile, où on mixe un certain nombre de choses, du flex office, du home office, avec des avantages, des inconvénients, et donc c'est toute cette organisation. Et donc le service, il doit être au bâtiment de ça. Le bâtiment doit être au service de ça. Et donc ce qui change, c'est que ça nécessite des interactions plus fortes, non seulement entre la direction immobilière et la direction informatique, c'est les moyens et les outils, mais aussi avec la direction des ressources humaines, la direction générale, les directions fonctionnelles, pour voir comment les espaces de travail vont être au service de ces nouvelles façons de travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que les outils ne sont pas en place. Petite précision sur les foncières dont vous parliez. Je ne connais pas de foncières qui ne se sont pas emparées de ce sujet aujourd'hui, à ma connaissance. Après, il y a des niveaux de déploiement ou de maturité de sujet plus variables, mais c'est un vrai sujet avec des ressources qui sont dédiées internes ou externes. Ce qui a évolué considérablement ces dernières années, c'est qu'on est passé, effectivement, et là je rejoins Pascal, d'un modèle où la data était restituée uniquement pour comprendre son parc immobilier, ses benchmarks de sites performants, pas performants, voir les pics, les anomalies et prendre des décisions, un outil de la décision,
vers une attente de prédiction, où là, l'algorithmie est aujourd'hui un sujet pas encore très maîtrisé, mais qui est posé sur la table et sur lesquels ils attendent des conseils, ils attendent des cas d'usage, ils attendent du ROI, ils attendent que ça s'adapte aussi à leur politique d'entreprise, humaine et autres. Et donc, c'est ça qui a évolué. On est passé de la restitution simple à la création de valeur autour de cette data. Et juste un point en complément de cette interrogation. En fait, avant d'arriver directement à la notion d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a une question qui est assez prégnante à la fois côté prestataire comme côté donneur d'ordre ou maître d'ouvrage, qui est la question du data cruncher, quoi. En fait, avant d'arriver à la notion d'IA, il faut être... C'est pas seulement qu'une histoire de réseau et d'enregistrement de données, c'est après une histoire d'interprétation, de restitution, d'organisation et de transformation de la donnée. Donc aujourd'hui, les questions sont essentiellement posées sur l'expertise du traitement aussi de cette data, donc data cruncher, data scientist ou autre. C'est comment je dois organiser ces éléments qui vont m'aider à transformer la data en indicateurs, en données d'activité pour suivre, pour mesurer, pour organiser des modèles prédictifs et autres. Et ces éléments-là sont encore, on a encore beaucoup de questions sur ce point-là qui vont alimenter cette notion d'IA, mais on le voit, ça impacte également cette notion organisationnelle qui est le positionnement et l'organisation et la compréhension de ce lac de données et de l'utilisation de ce lac de données en indicateurs, en données efficientes pour organiser mon environnement de travail. Alors, je vous propose de prendre une ou deux questions dans la salle. Oui, je voulais poser une question plus orientée sur l'infrastructure. En fait, il y a plein de questions là qui me viennent à l'esprit, mais je vais essayer de me focus là-dessus. Je me mets dans la position de celui qui va fabriquer l'infrastructure sur place. Donc c'est une des manières de collecter les données. Et on a bien compris qu'il y a besoin de collecter les données dans l'espace et directement envoyées par l'utilisateur. Donc soit on fait de la collecte indirecte, soit on fait de la collecte directe. Pour ce qui est de celle qui vient de l'infrastructure en place, ça veut dire qu'évidemment il y a un coût de fabrication, il y a un coût de mise en place, il y a un coût de maintenance. Une des questions qui me vient à l'esprit, c'est demain, moi en tant qu'exploitant, quel est le modèle, quels sont les modèles que vous imaginez qui pourraient exister? C'est-à-dire, est-ce que l'exploitant serait censé racheter l'infrastructure et donc le coût de maintenance qui va avec? Est-ce qu'au contraire, il serait censé louer, par exemple, cette infrastructure tant qu'il exploite le bâtiment? Ou est-ce que même celui qui gère l'infrastructure, comme vous pouvez le faire, Monsieur Karagot, pourrait, par exemple, proposer un accès aux données via une API, donc c'est une location, pareil, pour accéder à un certain volume de données, pour que lui, ensuite, puisse effectivement effectuer son data mining sur les données pour son exploitation de services? C'est compliqué hein, comme question. Aujourd'hui, l'infrastructure, elle est immobilière par destination, donc elle appartient au maître d'ouvrage, puis à la foncière, etc., donc au propriétaire du bâtiment. Demain, on pourrait concevoir qu'elle soit exfiltrée de la coque et que ce soit un lot technique de propriétés distinctes dont on puisse distinguer l'usufruit et la nue propriété. Mais là, on est dans de l'économie fiction. Hein. Les modèles ne sont pas écrits aujourd'hui. Alors, petite précision pour vivre un peu ça au quotidien. Il y a un consensus qui quand même commence à prendre. C'est que, j'en parlais en introduction, mais jusqu'à présent, les preneurs disaient allez voir le bailleur parce que c'est son bâtiment. Et le bailleur disait allez voir le preneur parce que c'est lui qui va s'en servir. Non, mais c'est une réalité, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, le consensus, c'est qui commence à prendre, c'est que effectivement, les foncières, donc les bailleurs ou autres, ou investisseurs, veulent amener un petit peu d'infra en étant juste à la limite de la connectivité, c'est-à-dire qu'ils vont être smart building ready pour faire de l'interopérabilité des systèmes qui sont liés au bâti, donc au foncier, mais s'arrêter là, pas aller dans les briques servicielles. Et les briques servicielles seront financées par les preneurs. Aujourd'hui, c'est le cas dans pas mal d'immeubles. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, il y a deux leviers qui ont fait bouger sur cette ligne. La valorisation du foncier et l'attractivité locative. Quand c'est smart building ready, c'est plus attractif aujourd'hui. C'est aussi bête que ça.
Bonjour, Xavier Baron, consortium de recherche IADAN. Je reviens sur cette question principalement. Aujourd'hui, quand Orange traite avec des sous-traitants, Orange impose à son sous-traitant, FMER même de taille nationale, son système à lui de pilotage. Ce qui veut dire que quand on est Cofeli, prenons, et bien qu'on travaille avec Orange, et puis le lendemain on travaille avec SNCF, et le surlendemain on travaille avec Société Générale, et bien on travaille avec X systèmes d'exploitation, X systèmes de relevé, d'analyse, de gouvernance, de pilotage, de reporting. Alors à la fois pour Nicolas Blandin et Pascal Vauthier, enfin M. Caillouette aussi, mais vous voyez comment la phase de transition, et vous voyez comment l'issue de cette phase de transition entre ceux qui aujourd'hui n'ont pas de FMER à la hauteur de leurs besoins, et des FMER qui sont confrontés à des maîtres d'ouvrage, des clients, qui ont une exigence immédiate de gestion de parc qu'aucun FMER n'est aujourd'hui capable de maintenir, surtout si on pense à l'extension du champ du FM, puisque le multitechnique dont Engie Cofeli était historiquement un opérateur fort, représente aujourd'hui quoi, 15, 20, 25 encore du FM tel qu'il s'étend au fur et à mesure que le FM s'étend. Je veux faire une analogie avec l'informatique, le FMER informatique qui gère les applications du client et à chaque client des environnements applicatifs différents. Donc ce métier des FMER dans le sens informatique du terme, c'est une question juste d'échelle. Orange a vu l'échelle de son marché, a la capacité d'imposer ce qu'il veut à son FMER, et c'est à son FMER de se réapproprier ces outils et parce qu'il y a une dimension économique qui est suffisante pour lui de s'organiser de la sorte. Donc, ce n'est pas un véritable problème. Le FMER informatique, il utilise l'environnement applicatif de son client, il le gère pour son client. Il n'apporte pas son propre environnement applicatif. Donc, c'est des nouvelles notions qu'il faut appréhender. On est dans des tectoniques de plaques, il va y avoir des frictions, ça va être des rapports de force. Parfois, c'est le FMER qui va pouvoir imposer ses outils. D'autres fois, ce sera le client qui dit mon environnement applicatif, c'est celui-là, vous êtes prié de l'utiliser. Nicolas Blandin, une oui, réponse. Petite précision, le FMER, alors c'est intéressant parce que chez Synergie, on traite des données de Cofeli, mais d'autres opérateurs de bâtiments et d'autres FMER, parce que ça nous est demandé. Et inversement, les systèmes installés, on nous demande d'avoir cette capacité d'intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, un contrat FM, ça va durer quoi? 3, 5 ans, 6 ans, ça dépend des contrats. Personne n'est irremplaçable et les systèmes d'information doivent être interopérables, et on nous demande aujourd'hui d'avoir cette capacité technique d'absorption des systèmes existants et d'interopérabilité. Et pour répondre à votre question plus précisément, moi je ne crois pas que ce soit le FMER qui doit être prédominant avec ces systèmes d'information, et je le dis clairement, il doit être juste un maillon interopéré et une capacité d'absorption des systèmes. Mais si jamais il est changé, il faut que les données soient... on n'a pas parlé de propriété de données qui est restituée, la capacité effectivement, parce qu'il y a une notion de propriété des données, etc. Et donc pour nous, c'est un sujet qui semble clé. Et je sais que pour travailler avec Cofeli, mais pas que, on nous demande, même nous, parce que j'ai une étiquette Engie, d'être tiers de confiance dans cette capacité d'interopérabilité. Alors effectivement, on n'a pas parlé de la propriété des données. Malheureusement, c'est un sujet intéressant. Alors, je vais laisser Pascal pour être pour répondre égalitaire. À Xavier. Alors, je suis d'autant plus libre qu'on connaît bien l'environnement Orange, puisqu'on est l'intégrateur du système d'information pour le compte d'Orange, et on développe en parallèle un certain nombre de sujets. Le sujet est, effectivement, Orange a décidé effectivement de basculer stratégiquement sur une organisation et sur la maîtrise de la donnée. Et derrière, non seulement de la donnée, mais de ses processus d'exploitation, donc à travers un système d'information dédié à l'exploitation immobilière. Après, pour le prestataire, lui, rentre dans les processus métiers Orange. Ce qui est étudié aujourd'hui, actuellement, parce que les principaux frameworks SI immobiliers présentent un désavantage exceptionnel, quelle que soit la solution,
c'est-à-dire le traitement de la donnée et le pilotage de la restitution des reportings. Et il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la notion dynamique, interactive du pilotage de la donnée. Aujourd'hui, les systèmes d'information utilisés, notamment dans l'environnement immobilier, sont plutôt pauvres ou alors orientés sur des éléments très formatés, plutôt experts et pas forcément hyper utiles. Donc se pose la question, chez Orange comme chez d'autres maîtres d'ouvrage, d'utiliser, et même y compris chez des prestataires, donc Ophélie, d'utiliser également, d'être en capacité de faire du pic de données pour la transformer, l'organiser et piloter une activité, piloter des éléments, piloter ou organiser des modèles prédictifs en s'affranchissant effectivement de ces systèmes d'information qui construisent uniquement une exploitation, des processus et puis des organisations. Mais après, encore une fois, c'est ce que j'ai exprimé au tout début, la data, elle reste libre dès l'instant où les champs sont bien définis dans la relation propriété, modification, éléments. Mais du coup, le fait d'affirmer et qu'un maître d'ouvrage affirme ou enferme, si c'est le sentiment que ça donne, un prestataire dans un environnement, ça n'est pas de manière définitive dans l'exploitation de la donnée. L'exploitation de la donnée, elle est à la fois interprétable et maîtrisée par les deux parties, parce que le système d'information Orange est quand même assez ouvert aux prestataires, enfin je le pense. Mais derrière, après, que ce soit Orange comme les prestataires, chaque partie, et aujourd'hui il y a plutôt une réconciliation qui est en train de s'opérer, pour dire, mais moi, ce système d'information ne me permet pas d'organiser et d'aller vers effectivement des modèles prédictifs, des modèles IA ou des modèles un peu plus intelligents, dynamiques, d'exploration de données et autres, et quelle solution je peux mettre en exploration de données par rapport à ça. Donc fondamentalement, je pense qu'encore une fois, on a cette capacité d'ouverture, et on en revient là par contre à cette notion de data scientist ou de vision exploratoire. Là, c'est qu'une ambition humaine. Et je ne pense pas qu'il y ait de fermeture sur quoi que ce soit. Voilà, Xavier, tu as eu un luxe de réponse. Voilà, donc on n'aura décidément pas le temps de parler de propriété de la donnée. Donc éventuellement, vous pourrez revenir sur ce sujet-là à la pause, puisque voilà, c'est l'heure de la pause. Et on reprend à quelle heure ? À 11h15. Voilà, merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci.